J'ai été faussement accusé d'agression sexuelle par ma nièce de 13 ans. Ma famille m'a renié. Ma copine m'a quitté et j'ai tout perdu. Mais 6 mois plus tard, la vérité éclate. Et maintenant, ils veulent se réconcilier. Pas question. Alors, laissez-moi planter le décor. À l'époque, je m'en sortais plutôt bien. J'avais un bon boulot dans la gestion de projet, j'étais propriétaire d'un appartement correct dans un bon quartier de la ville, j'avais des amis, j'avais une vie. Rien d'extraordinaire, mais j'avais travaillé dur pour construire quelque chose de stable. Après des années à trimer à l'université et au poste de débutant, ma famille et moi étions proches, du moins c'est ce que je croyais. Les dîners du dimanche, les réunions de famille pour les fêtes, toute la panoplie. Ma sœur Sarah et moi étions particulièrement proches. Nous avions grandi en veillant l'un sur l'autre. Et quand elle a eu sa fille Mélissa, j'étais là à l'hôpital, le premier à tenir cet enfant à part le père. J'adorais être un oncle. Je prenais ce rôle au sérieux, vous voyez. J'allais aux événements scolaires de Mélissa, je l'aidais avec ses devoirs quand Sarah était débordée de travail, je lui ai appris à faire du vélo, les trucs d'oncle habituels. La gamine était intelligente, drôle, un peu mélodramatique parfois. Mais quelle adolescente ne l'est pas? Sarah était mère célibataire après son divorce quand Mélissa avait 8 ans, alors j'essayais de prendre le relais quand je pouvais. Rien de bizarre, rien d'inapproprié, juste être en famille. Mélissa a toujours été un peu difficile, cependant. Sarah avait ce style parental où, en gros, elle ne disait jamais non à la gamine. Tout ce que Mélissa voulait, Mélissa l'obtenait, un nouveau téléphone, bien sûr. Sauter les corvées, pas de problème. Répondre aux adultes, ce sont juste des adolescents qui sont adolescents, n'est-ce pas? J'avais mentionné à Sarah plusieurs fois que des limites pourraient peut-être aider, mais elle devenait défensive. Elle disait que je ne comprenais pas parce que je n'étais pas parent. C'était juste, je suppose. Mais il y a eu cet incident environ 6 mois avant que tout n'explose. Nous étions tous chez mes parents pour une quelconque réunion du dimanche. Mélissa était d'une de ces humeurs, irrespectueuse envers notre mère, levant les yeux au ciel, faisant des commentaires désobligeants. Je l'ai prise à part, sans même crier ou quoi que ce soit, j'ai juste dit quelque chose comme « Eh, c'est ta grand-mère. Tu dois surveiller tonton. » Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé, a eu ce regard froid dans les yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Puis elle est partie en trombe voir Sarah, et je l'ai entendue se plaindre que je l'avais embarrassée devant tout le monde. Sarah est venue me voir, m'a dit de laisser tomber, qu'elle s'occuperait de sa propre fille. Je me suis excusé, j'ai lâché l'affaire, pensant que ça ne valait pas le drame. J'aurais dû prêter plus d'attention à ce regard que Mélissa m'a lancé, cependant. C'était le premier signal d'alarme que j'ai complètement manqué. Avance rapide jusqu'à la fin du printemps, il y a 3 ans. Mes parents organisaient un barbecue chez eux. Un truc familial assez standard. Hamburger et hot dog, les cousins qui courent partout, cette ambiance de week-end en banlieue. Je suis arrivé après le travail, toujours en chemise, mais j'avais enlevé la cravate. Tout semblait normal au début. Mélissa était là avec quelques-unes de ses amies, faisant ce truc où les adolescentes se regroupent et chuchotent. J'ai dit salut. Elle m'a à peine remarqué. Peu importe. Les adolescents sont lunatiques. Environ 1 heure après le début du barbecue, Sarah m'a attiré dans la cuisine. À la seconde où je suis entré, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Son visage était pâle, ses mains tremblaient, ce regard de rage absolue dans les yeux. Avant que je puisse même demander ce qui se passait, elle s'est plantée devant moi et a dit « As-tu touché Mélissa ?» Je suis là, complètement confus. « De quoi tu parles ? L'as-tu touché ?» Mon cerveau ne pouvait littéralement pas traiter ce qu'elle demandait. « La touché ? Comment ça ? Un high five, un câlin ? Qu'est-ce qu'elle racontait ? » Puis elle a précisé et j'ai eu l'impression d'avoir été heurté par un camion. Elle a dit que Mélissa était venue la voir la nuit précédente en pleurant, disant que je l'avais touchée de manière inappropriée, que je l'avais agressée. J'ai juste regardé Sarah, attendant qu'elle rie, qu'elle dise que c'était une blague de mauvais goût. Mais elle ne riait pas. Elle était morte de sérieuse. Et elle me regardait comme si j'étais la pire chose qui ait jamais existé. Sarah, ça n'est jamais arrivé. Jamais je ne ferai ça. Elle ne m'a pas laissé finir. Elle m'a giflé violemment en plein visage. Puis elle s'est mise à me hurler de sortir, qu'elle appelait la police, que j'étais dégoûtant,
qu'elle ne voulait plus jamais me voir. Mes parents sont arrivés en courant, d'autres membres de la famille s'agglutinant à l'entrée. Tout le monde me regardait comme si j'étais une sorte de prédateur. J'ai essayé d'expliquer, j'ai essayé de leur dire que c'était insensé, que je n'avais jamais rien fait de mal, mais personne ne voulait l'entendre. Sarah était déjà au téléphone avec les flics. Et ma mère pleurait, et mon père avait l'air de vouloir me frapper aussi. La seule chose que je pouvais penser à faire était de partir avant que les choses n'empirent. J'ai quitté ce barbecue dans un état second, j'ai conduit jusqu'à chez moi en pilote automatique, je me suis assis dans mon appartement et j'ai juste essayé de digérer ce qui s'était passé. Ma nièce, cette gamine que j'avais aidé à élever, venait de m'accuser de quelque chose de si ignoble que je ne pouvais même pas le concevoir. Et ma sœur, ma propre sœur, qui me connaissait depuis toujours, l'avait cru sans même demander ma version des faits. La police s'est présentée à mon appartement ce soir-là. 2 détectives, très pros. Ils m'ont demandé de venir au poste pour répondre à quelques questions. J'y suis allé volontairement parce que je n'avais rien à cacher. Je leur ai dit exactement ce que j'avais fait la nuit où Mélissa prétendait que cela s'était passé. Il s'est avéré que j'avais un alibi plutôt solide. J'avais été à un dîner de travail avec toute mon équipe ce soir-là, de 18h à presque minuit. 15 témoins, des reçus de restaurants, tout était documenté. Les détectives semblaient sceptiques quant à l'accusation dès le début, mais ils devaient enquêter. Ils ont interrogé Mélissa plusieurs fois. Son histoire n'arrêtait pas de changer. D'abord, elle a dit que c'était arrivé dans mon appartement. Puis elle a dit que c'était chez mes parents. Puis elle ne se souvenait plus exactement quand. La chronologie qu'elle donnait ne correspondait à rien. Un détective m'a dit plus tard, en aparté, qu'ils voient parfois de fausses accusations, mais qu'ils doivent quand même enquêter de manière approfondie. J'ai apprécié son honnêteté, mais cela n'a pas rendu le processus moins destructeur. À chaque interrogatoire, j'avais l'impression d'être traité comme coupable jusqu'à preuve du contraire. Chaque question semblait piégée. Le pire, c'était l'attente. Attendre qu'il vérifie mon alibi, attendre que l'histoire de Mélissa s'effondre. Chaque jour qui passait était un jour de plus où ma vie était en suspens. Pendant ce temps, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer de notifications. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années me contactaient. Et mec, j'ai entendu ce qui s'est passé. C'est vrai? Des trucs vraiment encourageants. J'ai fini par changer de numéro après la première semaine. Vous voyez, voilà ce que personne ne vous dit sur le fait d'être accusé d'une chose pareille. Même quand vous êtes innocent, même quand les preuves montrent que vous n'avez rien fait de mal, les gens vous regardent toujours différemment. En 2 jours, tout mon quartier était au courant. Quelqu'un avait posté à ce sujet sur les réseaux sociaux, sans utiliser mon nom, mais en donnant suffisamment de détails pour que tout le monde comprenne. Mon propriétaire m'a appelé 3 jours après l'accusation, disant que d'autres locataires n'étaient pas à l'aise avec ma présence dans l'immeuble. Quand je lui ai demandé sur quelle base il pouvait me virer alors que je n'avais été inculpé de rien, il a reculé, mais a dit qu'il gardait un œil sur la situation. Au travail, c'était pire. Mon patron m'a convoqué pour une réunion, m'a dit que je devrais peut-être prendre un peu de temps libre. Je lui ai dit que j'avais un alibi, que la police le vérifierait. Il m'a lancé ce regard compatissant et m'a dit que ce n'était pas une question de culpabilité ou d'innocence. C'était une question d'image. L'entreprise ne pouvait pas se permettre d'avoir quelqu'un faisant l'objet d'une enquête qui y travaillait. Il me gardait en congé payé pour le moment, mais la sous-entendue était claire. Cette réunion m'a plus anéanti que l'accusation elle-même. C'était une entreprise à laquelle j'avais donné 6 ans de ma vie. J'avais travaillé le week-end, passé des nuits blanches sur des projets, formé de nouveaux employés. Et à la seconde où les choses se sont compliquées, ils m'ont jeté. Peu importait que je sois innocent. Je lui ai dit que j'étais innocent, que j'avais un alibi, que c'était clairement faux. Il m'a regardé comme s'il voulait me croire, mais n'était pas sûr. Il a dit que c'était juste temporaire, juste jusqu'à ce que les choses se calment. Ce congé temporaire s'est transformé en une mise à l'écart discrète en l'espace d'1 mois. Je ne pouvais pas aller à l'épicerie sans que les gens chuchotent. Je ne pouvais pas aller à la salle de sport sans que quelqu'un me dévisage. De vieux amis ont arrêté de répondre à mes appels. Des gens que je connaissais depuis des années m'ont juste ghosté. Un ami m'a envoyé un texto qui disait « Je ne sais pas ce qui est vrai, mais j'ai des enfants, donc je ne peux pas être associé à toi en ce moment. » Je comprenais parfaitement. Tout le monde se protégeait.
La salle de sport était particulièrement pénible. J'allais au même endroit depuis 4 ans. Après l'accusation, les gens changeaient de côté quand j'arrivais. Finalement, j'ai juste arrêté d'y aller, j'ai annulé mon abonnement et je me suis entraîné chez moi. Mes parents ont envoyé un unique texto pendant ces 4 premiers mois. Ils disaient, nous prions pour que la vérité éclate, pas nous croyons en toi. Juste une vague déclaration sur la vérité. Leur silence disait tout. Les quelques membres de la famille qui m'ont contacté étaient pires. Ma tante a dit qu'elle devait d'abord protéger ses propres enfants. Mon cousin m'a demandé si j'accepterais de passer au polygraphe. Mon oncle a suggéré que je m'excuse auprès de Mélissa pour calmer les choses. M'excuser pour quelque chose que je n'avais pas fait juste pour que tout le monde se sente à l'aise. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années sont sortis de leur silence pour donner leur avis. Je me souviens que tu étais plutôt calme à l'école et es devenu où tu as toujours été flippant. Chaque aspect normal de ma personnalité a été réinterprété comme suspect. Le pire, c'est que je n'arrêtais pas de penser que tout cela se tasserait une fois la vérité connue. Je n'arrêtais pas de me dire, ok, ils vont enquêter. Ils verront que Mélissa ment et tout le monde s'excusera et on passera à autre chose. J'étais d'une naïveté déconcertante. 4 mois après le début de ce cauchemar, la police a officiellement classé l'affaire. Aucune charge retenue. Mon alibi était en béton. L'histoire de Mélissa avait plus de trous qu'un gruyère, et il n'y avait aucune preuve que quoi que ce soit se soit passé. Je pensais que ce serait la fin. Enfin, la justification, non. Faux. Parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà perdu mon travail. Ma réputation était détruite. J'avais épuisé la plupart de mes économies pour un avocat. Et les gens qui m'avaient tourné le dos ne m'ont pas soudainement accueilli à bras ouverts. La plupart d'entre eux me regardaient toujours comme si j'étais coupable. Pas d'inculpation ne signifie pas innocent. Ce genre d'ordure. Certaines personnes m'ont carrément dit en face que je l'avais probablement fait, mais que je m'en étais tiré à cause d'un vice de procédure. J'ai déménagé dans un autre quartier de la ville, j'ai trouvé un nouvel appartement dans un quartier où personne ne me connaissait. J'ai commencé à chercher du travail, ce qui était brutal. Les vérifications d'antécédents ne montraient pas d'arrestation, mais Google, si. Mon nom était associé à l'accusation en ligne. Quelqu'un avait archivé le post original sur les réseaux sociaux. J'ai tout essayé pour le faire supprimer. Rien n'a fonctionné. J'ai dû l'expliquer lors des entretiens. La plupart des gens des RH changeaient d'expression quand ils abordaient le sujet. Je leur expliquais toute l'histoire. Faussement accusé, enquête complète, totalement blanchie. Certains étaient compréhensifs. La plupart disaient qu'ils garderaient mon CV. Un entretien m'a détruit. Le responsable du recrutement semblait génial. Plusieurs séries d'entretiens. Puis il a dit que l'entreprise ne pouvait pas aller de l'avant. Ils avaient vu les accusations en ligne. Il a dit qu'il me croyait personnellement, mais qu'il avait les mains liées. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 1 heure après ça. J'ai finalement décroché un nouveau boulot, moins bien payé, moins prestigieux. L'entreprise était plus petite, plus disposée à prendre un risque. Mon nouveau patron avait lui-même vécu une situation injuste des années auparavant. Il comprenait comment le système fonctionne. Ce travail m'a sauvé. J'ai commencé à reconstruire à partir de zéro. Je me suis fait de nouveaux amis qui ne connaissaient pas mon passé. J'ai fait profil bas. J'ai appris à être prudent quant aux personnes en qui j'avais confiance. J'ai commencé à voir un thérapeute parce que la paranoïa devenait grave. Je remettais en question chaque interaction, me demandant si les gens me googleraient plus tard. Et j'ai pris une décision. J'en avais fini avec mon ancienne famille. Complètement fini. Pas de manière colérique, pas par vengeance, juste d'une manière pratique, par autopréservation. Ces gens avaient prouvé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Ils avaient choisi le confort plutôt que la vérité, la panique plutôt que la patience. Et ce faisant, ils m'avaient montré exactement où je me situais dans leurs priorités, tout en bas. Puis, 6 mois après la clôture de l'enquête, Sarah m'a appelé. C'était la première fois que j'entendais sa voix depuis qu'elle m'avait giflé à ce barbecue. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Elle avait l'air mal, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Elle a dit qu'elle devait me dire quelque chose, que c'était important. C'est là qu'elle a lâché la bombe. Mélissa avait admis qu'elle avait menti. Tout était inventé. Apparemment,
des filles de son école l'avaient poussé à le faire. Pour se venger de moi l'ayant réprimandé cette fois-là. Mélissa s'était sentie coupable, avait commencé à mal se comporter, et avait fini par craquer et tout avouer à Sarah. Sarah sanglotait, s'excusant encore et encore, disant qu'elle aurait dû me parler d'abord, qu'elle aurait dû demander ma version, qu'elle aurait dû faire littéralement n'importe quoi d'autre que de détruire immédiatement ma vie sur la base de l'accusation d'une adolescente. J'étais assis là, à l'écouter pleurer, et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de soulagement, pas de colère, rien. Juste ce vide froid. La validation que j'avais été innocent depuis le début aurait dû signifier quelque chose. J'aurais dû ressentir cela comme une justification, mais ce n'était pas le cas parce que le mal était déjà fait. J'avais déjà tout perdu. Savoir que j'avais raison ne me ramènerait pas mon travail, ma réputation, mon sentiment de sécurité, ou l'année de ma vie que j'avais passée en enfer. Quand elle a finalement arrêté de parler, je lui ai posé une question. As-tu jamais pensé, ne serait-ce qu'une fois, à me demander si c'était vrai avant de détruire ma vie? Elle n'a pas eu de réponse à ça. Elle a commencé avec des excuses, a dit qu'elle avait eu peur, qu'elle protégeait sa fille, que n'importe quelle mère aurait réagi de la même manière. Je lui ai dit que n'importe quelle personne décente aurait d'abord posé des questions. Que la famille, ça devrait signifier s'accorder le bénéfice du doute, au moins assez longtemps pour vérifier les faits, qu'elle me connaissait depuis plus de 30 ans et qu'elle aurait dû savoir que je n'étais pas capable de ce dont Mélissa m'accusait. Elle est devenue silencieuse. Puis elle a dit, je sais. Tu as raison. Je t'ai laissé tomber. Je suis tellement désolé. Je lui ai dit que j'appréciais qu'elle me le fasse savoir. Puis j'ai raccroché. Elle a rappelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé 17 autres fois ce jour-là. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Elle a laissé des messages vocaux, chacun plus désespéré que le précédent, me suppliant de lui parler, de lui donner une chance de s'expliquer, de la laisser réparer les choses d'une manière ou d'une autre. Je les ai tous supprimés sans écouter plus de quelques secondes. Le fait était que ces excuses ne changeaient rien. Elles n'annulaient pas ce qui s'était passé. Elles n'effaçaient pas les mois passés à être traité comme un criminel. La perte d'emploi, l'isolement social, la paranoïa, la dépression, rien de tout ça. Tout ce que cela faisait, c'était confirmer ce que je savais déjà. J'étais innocent. Mais être innocent ne m'avait jamais protégé de tout perdre. Au cours des semaines suivantes, toute ma famille est sortie du bois. Tout le monde voulait soudainement parler, s'excuser, arranger les choses. Ma mère m'a envoyé un colis avec des cookies. Comme si des cookies pouvaient réparer ça. Je les ai donnés à mon voisin. Mon père s'est pointé à mon appartement sans prévenir. J'ai regardé par le Judas, je l'ai vu se tenir là, j'ai failli ouvrir la porte. Puis je me suis souvenu de ce barbecue, du dégoût sur son visage. J'ai ouvert la porte juste assez pour parler à travers l'entrebâilleur. Il a dit qu'on devait parler d'homme à homme. Je lui ai dit que j'enregistrais toutes les conversations maintenant. Il pouvait m'envoyer un email. Son visage est passé de déterminé à blessé, puis à en colère. Il a commencé à élever la voix sur le fait de rejeter la famille par fierté. J'ai fermé la porte. J'ai reçu un email de sa part plus tard. Un long laïus sur les obligations familiales, le pardon, les erreurs. Il disait que mon refus faisait du mal à ma mère. Je l'ai archivé sans répondre. Mes cousins ont essayé l'approche amicale. Tyler m'a envoyé un message pour prendre un café. J'ai accepté, curieux de voir quel angle ils allaient prendre. On s'est rencontrés dans un café quelconque. Après les banalités d'usage, il en est venu à la vraie raison. Il a dit que je manquais à la famille. Que tout le monde regrettait ce qui s'était passé. Que Mélissa souffrait de culpabilité. Je lui ai demandé où il était pendant mon enquête. Il est devenu mal à l'aise. Il a dit que c'était compliqué. Je lui ai dit que non. Soit tu croyais que j'étais capable de ça, soit tu ne le croyais pas. Il avait choisi de le croire. C'était son choix. Le fait est que j'avais déjà tourné la page. Dans les 6 mois entre l'accusation et la confession de Sarah, j'avais construit une nouvelle vie, un nouveau travail, de nouveaux amis, un nouvel appartement, tout était nouveau. J'étais allé en thérapie, j'avais surmonté la colère et la trahison, et j'avais accepté que mon ancienne vie était partie. Je n'étais plus la même personne. Le gars naïf qui se pointait aux barbecues familiaux et faisait confiance à tout le monde. Il était mort le jour où Sarah m'a giflé.
Cette nouvelle version de moi, j'étais prudent, sur mes gardes. Je documentais tout, je gardais des archives de toutes mes interactions, je maintenais des limites comme s'il s'agissait de checkpoints militaires, et je refusais absolument de laisser revenir quiconque m'avait jeté si facilement. Sarah continuait d'essayer. Appel, texto, email, se pointant à mon immeuble. Je n'ai jamais engagé la conversation au-delà de lui dire d'arrêter de me contacter. Elle s'excusait, disait que Mélissa n'était qu'une enfant, qu'elle avait été manipulée, que tout le monde faisait des erreurs. Je lui rappelais que son erreur m'avait coûté mon travail, ma réputation, mes économies et une année de ma vie. Puis je partais. Mes parents ont essayé la voie de la médiation, ont organisé toute une réunion de famille sans me le demander, puis m'ont appelé pour me dire quand et où me présenter. J'ai ri et j'ai raccroché. Ils se sont fâchés, ont dit que j'étais têtu, que la famille pardonne. Je leur ai envoyé un email expliquant que je ne les considérais plus comme ma famille et qu'ils devaient arrêter d'agir comme s'ils avaient un quelconque droit sur mon temps ou mon énergie. Certains membres de la famille pensaient que j'étais trop dur. Ils disaient que je devrais pardonner à Mélissa parce qu'elle était jeune. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette logique est une pure foutaise. Mélissa avait 13 ans quand elle a menti. Assez âgée pour comprendre les conséquences. Elle n'avait pas 6 ans et n'inventait pas une histoire de monstre sous le lit. Elle m'a délibérément, avec préméditation, accusé de quelque chose qu'elle savait pouvoir m'envoyer en prison. Elle a regardé pendant que je perdais tout et n'a rien dit pendant 6 mois. Et Sarah, elle a choisi de croire une histoire sans aucune preuve plutôt que son propre frère. Elle n'a pas posé de questions, n'a pas attendu les faits, elle est juste immédiatement passée en mode nucléaire. Cela me dit exactement ce qu'elle pensait de moi, exactement à quel point je comptais peu par rapport à ses suppositions automatiques. Les gens adorent dire que la famille doit pardonner, qu'on n'a qu'une seule famille, tous ces trucs sentimentaux. Mais voici la vérité. La famille est censée vous soutenir. La famille est censée vous accorder le bénéfice du doute. La famille est censée vous connaître suffisamment bien pour dire « Attends, ça ne lui ressemble pas. » Voyons ce qui s'est réellement passé. Ma famille n'a rien fait de tout ça. 2 ans ont passé. J'avais avancé dans ma vie, je m'en sortais mieux qu'avant. J'ai eu une promotion à mon nouveau travail, j'ai commencé à sortir avec quelqu'un lors d'une conférence professionnelle. Elle était intelligente, drôle, avait sa vie en main. On a pris notre temps. Je me suis fait de solides amis qui respectaient les limites. Mon appartement a commencé à ressembler à un foyer. J'ai acheté des meubles que j'aimais, j'avais des œuvres d'art au mur, des plantes que je gardais en vie, des petites choses qui représentaient la stabilité. Puis, le 16e anniversaire de Mélissa est arrivé. Sarah a appelé d'un numéro que je n'avais pas bloqué, ça m'a pris par surprise. Elle s'est lancée dans un discours préparé. Mélissa voulait me voir, avait écrit une lettre, voulait juste s'excuser en personne. Sarah m'a supplié d'y réfléchir. Ces 3 années avaient été dures pour Mélissa aussi. Elle avait perdu des amis, avait été harcelée, Sarah a dit que Mélissa faisait des cauchemars, était en thérapie 2 fois par semaine, avait tenté de se faire du mal une fois à cause de la culpabilité. Sarah essayait de me faire sentir responsable de la santé mentale de Mélissa. La même manipulation, sous un angle différent. J'ai écouté pendant 10 minutes d'affilée. Sarah a passé en revue tous les arguments. Mélissa n'était qu'une enfant. Elle avait été manipulée. Elle avait appris sa leçon. Tout le monde voulait guérir. Pourquoi étais-je si têtu? Quand elle s'est arrêtée, j'ai dit un mot. Non. Sarah a essayé d'argumenter, a dit que Mélissa souffrait, qu'elle faisait des cauchemars, qu'elle était en thérapie, qu'elle avait changé. J'ai dit à Sarah que rien de tout cela n'était mon problème. Mélissa avait fait ses choix et elle pouvait vivre avec. J'avais fait les miens aussi. Ce n'était qu'une enfant, a dit Sarah. Elle était assez grande pour savoir ce qu'elle faisait, ai-je répondu. Et tu étais largement assez grande pour le savoir aussi. Tu as fait ton choix il y a 3 ans. Je fais le mien maintenant. Sarah s'est mise à pleurer, disant que j'étais cruel, que Mélissa voulait juste clore le chapitre. Je lui ai dit que j'avais clos le mien quand j'avais bloqué les numéros de tout le monde et que j'avais avancé dans ma vie. Ce que Mélissa voulait, c'était le pardon pour pouvoir se sentir mieux dans sa peau. Ce n'était pas ma responsabilité. Ne m'appelle plus, ai-je dit, et j'ai raccroché. Elle a quand même envoyé la lettre, l'a postée à mon appartement. Je ne sais pas comment elle a eu mon adresse, si elle a engagé quelqu'un pour la trouver ou si elle m'a traqué d'une manière ou d'une autre.
Cette violation m'a plus dérangé que la lettre elle-même. La lettre était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Beaucoup de « je suis désolé ». Beaucoup de « j'étais jeune et stupide ». Beaucoup de « tu me manques ». Mélissa parlait de combien ces années avaient été dures pour elle. Comment elle avait perdu des amis. Comment les enfants à l'école la traitaient de menteuse et pire encore. Comment elle souhaitait pouvoir tout annuler. Elle a écrit sur des souvenirs spécifiques. Apprendre à faire du vélo. Moi lui apprenant. Les fêtes d'anniversaire où j'arrivais avec des cadeaux. Les fois où je l'avais aidé avec ses devoirs. Elle essayait de me rappeler qui nous étions l'un pour l'autre. Elle essayait de déclencher une réponse émotionnelle qui me donnerait envie de renouer le contact. Tactique de manipulation standard, et je l'ai reconnue parce que mon thérapeute m'avait préparé exactement à ce genre de choses. La lettre était bien écrite. Je lui accorde ça. Elle est probablement passée par plusieurs brouillons. Peut-être même avec l'aide de son thérapeute ou de Sarah. Elle touchait toutes les bonnes notes. Reconnaissait ce qu'elle avait fait. Assumait la responsabilité. Exprimait des remords qui semblaient sincères. Expliquait comment elle avait changé. Ne demandait rien d'autre qu'une chance de s'excuser en personne. Si je n'avais pas été averti, si je n'avais pas vécu ce que son mensonge m'avait fait, cela aurait pu être émouvant. Mais j'étais averti, et j'ai reconnu la lettre pour ce qu'elle était. Pas vraiment des excuses pour mon bénéfice, mais une étape dans le processus de guérison de Mélissa. Son thérapeute l'avait probablement suggéré. Écris une lettre à la personne que tu as blessée. Exprime tes sentiments. Assume tes responsabilités. Bonne technique thérapeutique, bien sûr. Mais le but était d'aider Mélissa à se sentir mieux, pas de vraiment réparer les choses avec moi. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai passé à la déchiqueteuse. Pas par colère ou par dépit, juste par pure praticité. Ce chapitre de ma vie était clos. Certaines personnes en ligne m'ont dit que j'aurais dû au moins répondre, que je devrais lui donner une chance, que s'accrocher à la colère est toxique. Mais voilà ce que ces gens ne comprennent pas. Je ne m'accroche pas à la colère. Je ne suis pas consumé par le ressentiment. Je ne prépare pas de vengeance et je ne me réjouis pas de leur souffrance. Je suis juste indifférent. Le contraire de l'amour n'est pas la haine. C'est l'apathie. Et je suis complètement apathique envers mon ancienne famille. Ce sont des étrangers maintenant. Des gens que j'ai connus autrefois, comme de vieux camarades de classe que l'on croise au magasin et avec qui on échange des banalités avant de continuer sa journée. Sauf que je ne veux même pas des banalités. Des excuses n'effacent pas ce qui s'est passé. Elles ne me rendent pas le travail que j'ai perdu, les amis qui m'ont abandonné, l'année que j'ai passée en tant que paria social. Elles n'annulent pas les crises d'angoisse que j'avais chaque fois que quelqu'un me regardait de travers, ou la paranoïa qui me faisait enregistrer chaque interaction avec un autre être humain. Elles ne compensent pas le fait d'avoir dû recommencer toute ma vie à 0 à 32 ans. Les excuses de Mélissa étaient pour son bénéfice, pas le mien. Elle voulait se sentir mieux. Elle voulait s'absoudre de sa culpabilité. C'est la nature humaine. Je comprends. Mais je ne lui devais pas ce réconfort. Je ne lui devais rien. Sarah m'a rappelé après l'anniversaire de Mélissa. Elle a dit que j'avais brisé le cœur de sa fille en ne me présentant pas. J'ai souligné que Mélissa avait brisé ma vie entière avec ses mensonges, donc nous n'étions pas vraiment quittes. Sarah a dit que je gardais rancune à une adolescente. J'ai dit que je me protégeais des gens qui avaient prouvé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Grosse différence. Mes parents ont essayé une dernière fois il y a environ 6 mois. Ils vieillissent. Ils ont commencé avec tout le laïus la vie est trop courte et la famille c'est tout. Ma mère m'a envoyé un message disant qu'elle ne rajeunissait pas, qu'elle voulait me voir avant de mourir. Que garder rancune était épuisant. Culpabilisation classique. Mon père a enchaîné avec quelque chose sur le fait qu'il avait fait des erreurs en tant que père, mais qu'il essayait de réparer les choses. Et est-ce que ça ne valait pas quelque chose? J'ai pensé à les ignorer complètement. Puis j'ai réalisé que si je ne les rencontrais pas, ils continueraient d'essayer différentes approches, différentes culpabilisations, différents angles. Alors, j'ai accepté de les rencontrer pour un café une fois, pour clarifier ma position de manière à ce qu'ils l'acceptent enfin. Ils ont dit que tout le monde s'était excusé, qu'il était temps d'avancer, que j'étais injuste de les punir pour toujours. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, un café quelconque à mi-chemin entre nos quartiers. Je suis arrivé tôt, j'ai choisi une place près de la sortie,
j'ai apporté un livre pour avoir quelque chose à faire s'ils étaient en retard. Ils ne l'étaient pas. Ils sont arrivés pile à l'heure, l'air nerveux. Je les ai rencontrés pour un café. La seule fois où je les avais vus en personne en 3 ans. Ils avaient l'air plus vieux, plus fatigués. Ma mère avait plus de cheveux gris que dans mon souvenir. Mon père avait perdu du poids, il semblait plus petit. Une partie de moi se sentait mal pour eux. Le reste de moi se souvenait de ce qu'ils m'avaient fait traverser. Ils se sont assis, ont commandé des cafés qu'ils ont à peine touchés. Ma mère a pleuré pendant presque toute la conversation, s'épongeant les yeux avec des mouchoirs qu'elle avait apportés spécifiquement à cet effet. Mon père a fait son truc stoïque, mais je voyais qu'il était ému aussi. Ses mains tremblaient quand il soulevait sa tasse de café. Ils ont dit que je leur manquais, que les réunions de famille n'étaient plus les mêmes sans moi, qu'ils avaient fait une erreur en ne me soutenant pas dès le début. Ma mère a parlé du vide qu'elle ressentait pendant les fêtes, comment elle avait mis une assiette pour moi à Thanksgiving par habitude, puis avait pleuré en réalisant que je ne viendrais pas. Mon père a mentionné mon anniversaire, comment ils avaient envoyé une carte qui était revenue avec la mention au retour à l'expéditeur parce que j'avais déménagé sans leur dire. Ils essayaient de me montrer à quel point mon absence leur faisait mal, à quel point ils voulaient que je revienne. J'ai écouté tout ce qu'ils avaient à dire. Je n'ai pas interrompu, je n'ai pas argumenté, je les ai juste laissés tout sortir. Quand ils ont finalement arrêté de parler et m'ont regardé avec attente, je leur ai exposé la situation, clairement et simplement. Quand Sarah m'a accusé, vous n'avez pas posé de questions. Vous n'êtes pas venu me voir à part pour dire, que s'est-il passé? Donne-nous ta version. Vous avez juste supposé que j'étais coupable. Vous m'avez laissé quitter ce barbecue seul, sachant ce que les gens disaient de moi. Et vous ne m'avez pas contacté une seule fois pendant l'enquête. Pas une seule fois. Vous m'avez laissé traverser des mois d'enfer complètement seul. Vous avez laissé ma vie s'effondrer sans même vérifier si l'histoire tenait debout. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place dans cette famille. Ma mère a essayé d'interrompre pour expliquer, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Vous vous êtes excusé maintenant, et j'apprécie cela. Vraiment. Mais des excuses ne créent pas la confiance. La confiance se construit avec le temps, par des actions. Et vous avez détruit plus de 30 ans de confiance en un après-midi. Je ne suis pas intéressé à reconstruire. J'ai une bonne vie maintenant, avec des gens qui me respectent et qui croient en moi. Des gens qui m'ont accordé le bénéfice du doute quand les choses se sont compliquées, qui m'ont soutenu, qui ont posé des questions avant de porter des jugements. Je n'ai pas besoin du stress de me demander si vous m'abandonnerez à nouveau la prochaine fois que quelqu'un portera une accusation. Mon père a commencé à parler. Quelque chose sur le fait qu'il ne referait jamais cette erreur. Mais je l'ai coupé. Vous ne le savez pas. Vous ne pouvez pas le savoir. Parce que quand ça comptait, quand j'avais le plus besoin de vous, vous avez échoué. Pas parce que vous êtes de mauvaises personnes, mais parce que vous êtes humains. Vous avez paniqué. Vous avez cru au pire. Vous vous êtes protégé. Je comprends. Mais je me protège maintenant. Et cela signifie garder mes distances avec des gens qui ont prouvé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance quand les choses deviennent effrayantes. Ma mère a dit que j'étais trop dur, que tout le monde méritait une seconde chance. Je lui ai dit qu'elle avait peut-être raison, mais que je choisissais de ne pas en donner une. C'était mon choix, tout comme c'était son choix de croire que j'étais coupable sans preuve. Nous n'avons pas parlé depuis. Le fait est que je ne pense plus beaucoup à eux. Parfois, quelque chose me rappelle le bon vieux temps. Un souvenir au hasard de dîner du dimanche ou de tradition de fête, et je ressens un pincement. Pas tout à fait de la tristesse, pas tout à fait de la nostalgie, juste la reconnaissance que les choses étaient différentes avant. Mais ensuite je me souviens de ce qu'ils m'ont fait traverser. Et ce sentiment disparaît vite. Remplacé par cette satisfaction tranquille d'en être sorti. D'avoir construit quelque chose de mieux. De ne pas être coincé dans un cycle de gens qui traitent la famille comme quelque chose de jetable. Ma copine et moi avons fêté nos 2 ans le mois dernier. Elle est incroyable. Honnêtement, elle travaille dans le marketing. Elle a un super sens de l'humour. Elle me pousse dans le bon sens. Nous avons emménagé ensemble il y a environ 6 mois. On a trouvé un endroit avec une chambre supplémentaire qu'on utilise comme bureau à domicile. Elle connaît les grandes lignes de ce qui s'est passé avec ma famille, qu'il y a eu une fausse accusation qui a détruit ses relations, mais elle n'a pas insisté pour les détails.
Elle a dit que lorsque je serais prêt à tout lui dire, elle écouterait, mais qu'elle n'allait pas me mettre la pression. Ce niveau de respect, de compréhension des limites, c'est à ça que ressemble le vrai soutien. Elle n'a pas eu besoin de connaître chaque détail de mon passé pour me faire confiance dans le présent. Elle m'a jugé sur la base de mes actions, de mon caractère, de la façon dont je la traitais elle et les autres. Concept novateur, n'est-ce pas? Nous avons un bon groupe d'amis maintenant. Des couples pour la plupart. Des gens que nous avons rencontrés par le travail ou les loisirs. On fait des soirées-jeux, des dîners, des week-ends, des trucs normaux que je pensais ne plus jamais avoir après que tout se soit effondré. Ces gens me connaissent comme le gars qui est bon au Trivial Pursuit, qui fait des blagues nulles, qui est étrangement compétitif aux jeux de société, pas comme le gars qui a été accusé de quelque chose de terrible. C'est le cadeau de tout recommencer. Tu deviens qui tu es maintenant, pas qui tu étais quand ta vie a explosé. Certains m'ont dit que je suis trop rancunier, que je devrais laisser tomber et renouer avec ma famille. D'autres disent que j'ai parfaitement raison, que ce qu'ils ont fait était impardonnable. Honnêtement, je me fiche de ce que les autres pensent. Il ne s'agit pas de bien ou de mal, de qui a raison ou de qui est raisonnable. Il s'agit d'auto-préservation et de santé mentale. J'ai appris une dure leçon il y a 3 ans. J'ai appris que les gens peuvent se retourner contre vous en un clin d'œil si l'accusation est suffisamment grave. Que votre histoire avec quelqu'un ne signifie rien lorsque la peur et l'indignation prennent le dessus. Qu'être innocent ne vous protège pas de tout perdre. Ce sont des leçons brutales, mais elles sont précieuses. Elles m'ont appris à être plus prudent, plus sélectif, plus protecteur de la vie que je construis. J'ai aussi appris que j'étais plus fort que je ne le pensais. J'ai survécu au fait d'être complètement détruit et j'ai reconstruit ma vie à partir de rien. Perdu mon travail, ma réputation, ma famille, mes amis, ma maison, tout. Et je me suis quand même levé chaque matin, j'ai fait les choses machinalement, j'ai continué à avancer jusqu'à ce que ces émotions redeviennent réelles. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut dire. Je suis fier de cette force, même si j'aurais préféré ne jamais avoir à la développer. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai trouvé une nouvelle famille, et les gens qui m'ont vraiment soutenu. J'ai créé une vie qui ne dépend de personne ayant prouvé qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Cela vaut plus pour moi que n'importe quelle réunion de famille ou fête d'anniversaire. Mélissa a 19 ans maintenant. J'ai appris par les réseaux sociaux qu'elle est à l'université et qu'elle étudie la psychologie. Une partie de moi espère qu'elle a appris, qu'elle est devenue quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. Mais c'est un espoir lointain, le genre d'espoir qu'on a pour des étrangers, comme espérer qu'une célébrité reprenne sa vie en main, détachée, impersonnelle. Elle est en thérapie de manière continue depuis la confession. J'espère sincèrement que cela l'aide. Pas pour moi, mais pour elle. Peut-être qu'elle deviendra une personne décente. Peut-être qu'elle l'est déjà. Peu m'importe dans un sens ou dans l'autre. Sarah a récemment repris contact avec une nouvelle approche. Mélissa souffrait d'anxiété sévère et de culpabilité. Son thérapeute a suggéré qu'une rencontre pourrait aider. Sarah m'a demandé si j'accepterais une conversation avec médiateur. Elle a proposé de payer. N'importe où, n'importe quand. Juste une fois. Juste une chance pour Mélissa de dire ce qu'elle avait besoin de dire. Je lui ai dit non. Ma vie est paisible maintenant. J'ai une petite amie avec qui je suis sérieux. Nous avons parlé de fiançailles la semaine dernière. Je suis en lice pour une autre promotion. Je joue au basket le mercredi soir. J'apprends la guitare. Voyage au Colorado le mois prochain. Ouvrir cette porte signifie réinviter le chaos. Je ne suis pas prêt à faire ça. Chaque interaction avec mon ancienne famille a été épuisante, pleine de culpabilisation et de manipulation. Je ne leur dois rien. Le dernier message que j'ai envoyé à Sarah était assez clair. Je lui ai dit que je comprenais que Mélissa avait des difficultés, que j'espérais sincèrement qu'elle trouverait la paix et la guérison. Mais je lui ai aussi dit que ma guérison nécessitait de la distance avec toutes les personnes impliquées, que j'avais travaillé dur pour construire une vie qui ne les incluait pas, et que je n'allais pas compromettre ma santé mentale pour la leur. Je leur ai souhaité bonne chance et leur ai demandé de ne plus me contacter. Elle a renvoyé un long message sur le besoin de clore le chapitre, sur le fait que Mélissa ne guérirait jamais vraiment sans m'affronter, sur le fait que j'étais égoïste. Je n'ai pas répondu. J'ai aussi bloqué ce numéro. Elle n'a pas repris contact depuis. Du moins, pas d'une manière que j'ai remarquée. C'était il y a 4 mois.
Je sais que certaines personnes qui lisent ceci penseront que je suis froid, peut-être même cruel. Elles diront qu'une adolescente a fait une erreur et que je la punis à vie. Mais voilà ce qu'elles ne comprennent pas. Je ne punis personne. Je vis juste ma vie sans eux. Il y a une différence. La punition implique que j'essaie activement de leur faire du mal, que je cherche à me venger ou à les faire souffrir. Je ne fais rien de tout ça. J'existe juste dans mon propre espace, je construis mon propre bonheur, je protège ma propre paix. Ils se sentent punis parce qu'ils veulent quelque chose de moi que je ne suis pas disposé à donner. C'est leur problème, pas le mien. Ma copine connaît les grandes lignes de ce qui s'est passé, mais pas tous les détails. Elle m'a demandé une fois si mon ancienne famille me manquait. Je lui ai dit honnêtement que l'idée d'eux me manquait, la version qui existait avant que je découvre le peu de foi qu'ils avaient en moi. Mais la réalité de qui ils étaient vraiment quand ça comptait ne me manque pas. Les gens qui m'ont soutenu quand les choses sont devenues difficiles, ce sont eux qui comptent maintenant. Elle a parfaitement compris cela. Elle vient elle-même d'une situation familiale compliquée, elle a dû faire face à sa propre part de trahison et de déception en grandissant. Donc, elle comprend que parfois, la chose la plus saine que l'on puisse faire est de partir. Sans culpabilité, sans seconde devinette, juste en reconnaissant quand une relation est toxique et en se choisissant soi-même à la place. Nous parlons d'emménager ensemble, peut-être de nous fiancer l'année prochaine, de construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a pas le poids de la trahison qui pèse dessus, quelque chose basé sur une confiance qui se gagne, qui n'est pas présumée. J'ai vu ma mère en public une fois il y a environ 1 an. Nous étions dans le même supermarché, complètement par hasard. Elle m'a vu la première, a commencé à marcher vers moi avec cet air plein d'espoir sur le visage, comme si peut-être assez de temps avait passé pour que je sois prêt à parler. J'ai tourné les talons et je suis parti dans l'autre sens sans hésitation. Je l'ai entendu appeler mon nom mais je ne me suis pas retourné, je n'ai pas ralenti, j'ai juste continué à marcher jusqu'à ce que je sois dans un autre rayon. Ce n'était ni dramatique ni émotionnel. Je ne voulais tout simplement pas avoir cette conversation au milieu du rayon des fruits et légumes. Je ne voulais pas m'embarquer là-dedans, entouré d'étrangers achetant des légumes. J'ai reçu un texto d'elle plus tard dans la journée. Elle a dit que ça lui avait fait mal de me voir partir comme ça, qu'elle voulait juste parler quelques minutes. J'ai répondu par texto que je comprenais, mais que ma position était claire et que rien n'avait changé. Elle a dit qu'elle continuerait d'espérer que je change d'avis un jour. Je lui ai dit qu'elle était libre d'espérer, mais de ne s'attendre à rien. C'était le dernier contact direct que nous ayons eu. Récemment, j'ai découvert par hasard en stalkant sur les réseaux sociaux que Mélissa avait posté quelque chose de vague sur le pardon et le fait d'apprendre de ses erreurs. Elle ne m'a pas mentionné par mon nom, mais il était assez évident de quoi elle parlait. Les commentaires étaient pleins de gens la soutenant, disant que tout le monde mérite le pardon, que garder rancune est toxique. Je n'ai pas répondu ni réagi au post. Je ne m'en souciais même pas assez pour être agacé. C'est le drame de quelqu'un d'autre maintenant. L'histoire de quelqu'un d'autre. Je vis juste ma vie. Ma vie maintenant est assez simple et directe, honnêtement. Travail, salle de sport, passer du temps avec ma copine et notre groupe d'amis. Travailler sur mes hobbies. Je me suis mis à la menuiserie l'année dernière. J'ai construit une étagère qui s'est avérée correcte. Je pense à prendre un chien. Des trucs normaux. Des trucs ennuyeux. Le genre de vie que les gens tiennent pour acquise jusqu'à ce qu'ils aient dû la reconstruire à partir de zéro. Les gens demandent si je me réconcilierai un jour avec ma famille. Ma réponse est toujours la même. Il ne faut jamais dire jamais, mais je ne retiens pas mon souffle. Si la réconciliation se produit, ce sera parce que quelque chose de fondamental aura changé. Pas parce qu'assez de temps aura passé ou parce qu'ils se seront suffisamment excusés. Et honnêtement, je ne suis pas sûr de ce à quoi ce changement fondamental ressemblerait. La confiance n'est pas quelque chose que l'on reconstruit avec des excuses et du temps seulement. Elle se reconstruit par des actions cohérentes sur des années. En prouvant que l'on a changé, en démontrant que l'on comprend ce que l'on a fait de mal et pourquoi c'est important. Ma famille n'a rien fait de tout ça. Ils se sont juste excusés et s'attendaient à ce que je revienne. Comme si dire pardon était un bouton magique de réinitialisation. Ça ne l'est pas. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous êtes accroché à cette histoire, défoncez ce bouton Hype. Ça dit à YouTube, cette vidéo mérite d'exploser.